Durée de vie et durée de santé. Passé, présent et promesse. Abstrait. Le siècle dernier a été marqué par une augmentation de l'espérance de vie dans toutes les tranches d'âge, ce qui a conduit davantage de personnes à vivre jusqu'à un âge avancé et à passer plus d'années à des âges plus avancés. Il est probable que l'augmentation de l'espérance de vie aux âges avancés se poursuivra, mais il est peu probable que l'espérance de vie à la naissance atteigne des niveaux supérieurs à 95 ans à moins d'un changement fondamental dans notre capacité à retarder le processus de vieillissement. Nous n'avons pas encore connu une forte compression de la morbidité car l'âge d'apparition de la plupart des problèmes de santé n'a pas augmenté de manière significative. Au cours des dernières décennies, la prévalence du handicap physique et de la démence a connu une certaine réduction. Dans le même temps, la prévalence de la maladie a considérablement augmenté, en grande partie grâce aux traitements qui prolongent la vie des personnes atteintes. Pour réduire la morbidité ou augmenter l'espérance de vie relative, il faudra retarder le vieillissement ou retarder le changement physiologique qui entraîne la maladie et l'invalidité. Même si le passage à une espérance de vie supérieure à 95 ans et la réduction substantielle de la morbidité pourrait nécessiter des avancées scientifiques significatives, aux États-Unis, une amélioration significative de la santé et une augmentation de l'espérance de vie pourrait être obtenue grâce à des changements de comportement, de style de vie et de politique qui réduisent les disparités socio-économiques et nous permettent d'atteindre les niveaux de santé et d'espérance de vie atteints dans les sociétés homologues. Pendant la majeure partie du siècle dernier, la politique sociale s'est concentrée sur l'augmentation de l'espérance de vie de la population. Mais au cours des dernières décennies, les politiques et la recherche se sont de plus en plus concentrées sur le potentiel d'augmentation de la vie en bonne santé ou de l'espérance de vie en bonne santé. Dans cet article, je passe en revue les données sur les tendances passées et récentes de la durée de vie et de la durée de vie, et je les utilise comme base pour clarifier ce que je pense être l'avenir à court terme des augmentations probables de la durée de vie et de la durée de santé. Ce qui me motive à aborder ces sujets vient du fait que j'ai entendu de nombreux chercheurs dans notre domaine multidisciplinaire de la gérontologie qui ne sont pas pleinement conscients des preuves empiriques. J'utilise les termes durée de vie et durée de vie car je crois qu'ils sont désormais utilisés par les chercheurs multidisciplinaires de la profession gérontologique pour désigner la durée de vie moyenne ou l'espérance de vie et l'espérance de vie moyenne ou la durée moyenne de vie en bonne santé. En outre, la plupart des données que j'utilise se réfèrent aux États-Unis, mais les schémas généraux de changement tendent à être assez similaires dans de nombreux pays développés. Une version antérieure de cet article durée de vie et durée de vie, passé, présent et promesse a été présentée dans le cadre de la conférence du prix Robert W. Clemmy 2012, le 23 novembre 2013, lors de la 66e réunion scientifique annuelle de la Gerontological Society of America, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Durée de vie ou espérance de vie. La plus grande réalisation humaine du siècle dernier a peut-être été l'augmentation remarquable de l'espérance de vie. En un siècle, le monde a radicalement changé, passant de presque aucun pays avec une espérance de vie supérieure à 50 ans à de nombreux pays avec une espérance de vie de 80 ans, l'espérance de vie ayant presque doublé dans la partie du monde où l'espérance de vie est longue. À titre d'exemple, aux États-Unis, l'espérance de vie à la naissance sur 110 ans entre 1900 et 2010 est passée de 47,3 à 78,7 Centers for Disease Control and Prevention National Center for Health Statistics, 2012-2013. Au début, cette augmentation de la durée de vie résultait du déclin des maladies infectieuses et de la concentration des décès parmi les jeunes. Une fois la plupart des décès dus à des maladies infectieuses éliminés, les maladies cardiovasculaires et le cancer dominaient les causes de décès. Celles-ci sont ensuite devenues la cible de la science et de la médecine dans la seconde moitié du siècle dernier. En grande partie à cause de la baisse de la mortalité due aux maladies cardiaques, l'espérance de vie a continué d'augmenter au cours des dernières décennies du XXe siècle. Étant donné que les maladies cardiaques sont principalement responsables de décès chez les personnes âgées, des augmentations récentes de l'espérance de vie se sont produites à des âges plus avancés. L'espérance de vie a augmenté à tous les âges, certainement jusqu'à 100 ans. Par exemple, l'espérance de vie entre 65 et 85 ans a augmenté d'environ 50% au cours du siècle. Vivre et mourir à un âge avancé. La table de mortalité américaine la plus récente 2010 implique que la moitié des hommes nés aujourd'hui survivront jusqu'à 78 ans et la moitié des femmes survivront jusqu'à 83 ans. Ces âges étaient de 55 et 58 ans en 1900. L'augmentation de l'espérance de vie signifie que désormais la plupart des gens vivront jusqu'à un âge avancé, et une fois qu'ils auront atteint un âge avancé, ils vivront plus longtemps qu'avant.
L'évolution de la répartition selon l'âge des décès, selon la table de survie au cours du dernier demi-siècle donne une image encore plus claire que l'espérance de vie des changements dans la mortalité aux âges plus avancés. Ces dernières années, l'âge modal au décès est de plus en plus élevé, et la forme de la courbe montrant la répartition des décès par âge atteint de plus en plus un sommet. Les décès sont très concentrés aux âges plus avancés. C'est ce que montre la figure 1 pour les hommes américains. Cette concentration de décès autour de l'âge modal a augmenté aux États-Unis et dans un certain nombre d'autres pays, par exemple la France, la Suède et le Japon, mais pas dans tous les pays, le Danemark étant un pays valeur aberrante. Sur la période 1950 à 2010, cet âge modal a augmenté d'environ 10 ans, passant d'environ 77 à 87 ans. Cependant, même avec ces évolutions de l'âge au décès, l'augmentation de l'espérance de vie à 85 ans sur plus d'un siècle était d'un peu plus d'un an pour les hommes et de 2 ans pour les femmes. Au-delà de 95 ans, ce chiffre n'était que de moitié figure 2. Ainsi, bien que l'augmentation en pourcentage de la durée de vie soit substantielle, l'augmentation absolue n'est pas grande. Au fil du temps, la probabilité que nous atteignions un âge très avancé, 100 ans, aux États-Unis et dans d'autres pays a augmenté. Au Japon, le pays où l'espérance de vie est actuellement la plus longue, le nombre de centenaires a doublé chaque décennie depuis 1960. Là encore, les augmentations en pourcentage sont importantes, mais les estimations de l'administration de la Sécurité sociale des États-Unis à partir de la table de survie de 2010 indiquent que seulement environ 1% des personnes survivent jusqu'à 100 ans. Ce chiffre devrait augmenter jusqu'à environ 8% pour la cohorte de 200, ce qui reste un pourcentage très faible. Très peu de personnes parviennent à atteindre 100 ans car les taux de mortalité sont extrêmement élevés aux âges très avancés, augmentant généralement de manière exponentielle au fil des années. Même si les taux de mortalité des centenaires ont diminué, ils sont passés d'environ 50% par an à 35% par an au Japon. Étant donné que très peu de personnes survivent jusqu'à 100 ans et qu'elles ont une espérance de vie très courte à cet âge, il n'y a actuellement qu'une très faible augmentation de l'espérance de vie totale à la naissance résultant des changements dans la mortalité au-delà de 100 ans. Si l'espérance de vie augmentera sensiblement aux âges les plus avancés, cela dépend du fait que nous soyons ou non confrontés à une limite biologique maximale d'espérance de vie que nous ne pouvons pas dépasser. Projection de l'espérance de vie future. Les chercheurs débattent du taux d'augmentation de la mortalité aux âges les plus élevés et de la question de savoir si la forme de la courbe changera dans les cohortes futures. La plupart des chercheurs qui ont étudié les tendances de la mortalité aux âges les plus avancés concluent qu'il n'existe aucune preuve qu'il existe un mur imminent au-delà duquel l'espérance de vie ne peut pas augmenter, et la question dans un avenir prévisible est de savoir si la baisse de la mortalité et l'augmentation de l'espérance de vie se produiront à un rythme plus rapide ou plus lent. Les projections de l'évolution future de la mortalité et de l'augmentation de l'espérance de vie varient considérablement car elles reposent sur des hypothèses très différentes. Certaines projections sont basées sur des tendances à court terme, d'autres sur des tendances à long terme, d'autres sur des facteurs de période, d'autres encore sur des facteurs de cohorte et d'autres encore font des hypothèses sur les progrès médicaux et scientifiques. 3 projections pour l'année 2050 sont présentées dans la figure 3. Les tables de mortalité élaborées par l'administration américaine de la Sécurité sociale, qui est considérée comme relativement conservatrice dans ses projections, estime que nous gagnerons environ 1 an d'espérance de vie tous les 10 ans et environ un demi-année. Année d'espérance de vie d'à 65 ans dans chacune des décennies à venir. Bongard 2006 a suggéré que l'amélioration serait probablement d'environ 50% plus élevée sur la base de son approche consistant à séparer les tendances de la mortalité sénescente et non sénescente. Vaupel et ses collègues suggèrent que l'amélioration sera environ 2 fois plus rapide ou que l'espérance de vie augmentera d'environ 2 ans tous les 10 ans. Leur projection optimiste repose sur l'hypothèse selon laquelle les récentes augmentations rapides de l'espérance de vie à la naissance se poursuivront. Christensen, Doblamé, Rowe et Vaupel 2009 ont précisé que cette projection implique qu'environ 50% de la cohorte née en 2000 atteindra 100 ans, soit environ 7 fois plus que ce que prédit l'administration américaine de la Sécurité sociale pour les États-Unis. Implication des tendances passées sur l'espérance de vie future. Sommes-nous sur la voie d'une augmentation très rapide de l'espérance de vie? Si l'on utilise le passé comme guide pour l'avenir, il est difficile de concilier les projections les plus optimistes de l'espérance de vie pour la durée de vie de ceux qui sont actuellement en vie ou qui le seront bientôt. Caleb Finch, Hiram Beltran-Sanché et moi-même
avons examiné les modèles historiques de changement de mortalité pour 630 cohortes de naissance dans 9 pays. Pour ces cohortes, il existe un modèle très clair de changement de mortalité, c'est-à-dire que les cohortes qui ont connu une diminution de la mortalité aux jeunes âges sont les mêmes que celles dont l'espérance de vie a augmenté aux âges plus avancés. Nous pensons qu'il s'agit de plus qu'une relation statistique, que l'amélioration du développement corporel à des âges plus jeunes et la réduction de l'exposition aux infections sont liées à la baisse de la mortalité aux âges avancés qui s'est produite dans la dernière partie du XXe siècle, c'est-à-dire qu'une partie des baisses des maladies cardiovasculaires telles que les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux résultent d'une amélioration des conditions de santé tout au long de la vie. Si cela est vrai, les chercheurs ont peut-être surestimé le rôle des interventions médicales et des changements de style de vie au cours des dernières décennies et sous-estimé l'effet des changements tout au long de la vie sur l'augmentation de l'espérance de vie aux âges avancés. S'il n'existe plus de potentiel d'amélioration au début de la vie parce que la mortalité est déjà très faible, les projections pour l'avenir basées sur cette histoire conduiraient à une surestimation de l'espérance de vie future. Cela nous amène à penser que les projections les moins optimistes pourraient être plus proches de la réalité. Nous avons également examiné les paramètres qui décrivent les relations de mortalité dans toute la tranche d'âge de ces cohortes, à savoir les paramètres de Gompertz. Jusqu'à récemment, les cohortes qui présentaient une mortalité plus faible au début de la vie présentaient des taux d'augmentation plus élevés avec l'âge à l'âge adulte, ce qui signifie que l'augmentation spécifique à l'âge aux âges plus avancés devenait en réalité plus prononcée dans les cohortes ultérieures. Cette relation entre des niveaux initiaux de mortalité plus faibles et des taux d'augmentation plus rapides est la relation de Stroley-Milvan, connue depuis longtemps, mais dans ce cas, elle est examinée pour des cohortes plutôt que pour des données périodiques. Si cela continue, cela implique que l'on atteindra une espérance de vie maximale inférieure à 100 ans. Ce modèle basé sur une histoire à long terme indique la possibilité d'augmenter encore l'espérance de vie jusqu'à 95 ans, mais il ne nous amène pas à espérer un pourcentage élevé de personnes survivant au-delà de 100 ans. Bien entendu, l'avenir peut différer du passé, et le taux d'augmentation de la mortalité avec l'âge peut être considérablement réduit. En fait, nous en avons récemment constaté quelques signes chez les cohortes qui ont terminé leur vie au cours des 2 dernières décennies. Il est également possible que l'âge auquel la mortalité commence à augmenter sensiblement augmente considérablement grâce aux interventions visant à retarder le vieillissement. Si ces choses se produisent, l'espérance de vie peut dépasser 100 ans. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté d'augmenter l'espérance de vie lorsque la mortalité est aussi faible qu'elle l'est dans une grande partie de la tranche d'âge. Selon les statistiques de l'État civil des États-Unis, l'élimination des décès dus aux maladies cardiovasculaires majeures ajouterait 5,5 ans à l'espérance de vie et l'élimination des décès dus au cancer ajouterait 3,2 ans. Ainsi, même avec ces réalisations, l'espérance de vie serait inférieure à 90 ans aux États-Unis. En résumé, je suis prudent quant aux projections d'augmentation importante de l'espérance de vie et de la survie jusqu'aux âges très avancés dans les décennies à venir, mais je crois que ces augmentations se poursuivront à un rythme modeste, à moins qu'il n'y ait un retard sans précédent dans le vieillissement. Tendance en matière de santé de la population. Les changements dans la santé de la population au cours du siècle dernier sont plus difficiles à caractériser succinctement que les changements dans la durée de vie. La santé comporte de nombreuses dimensions qui n'évoluent pas nécessairement de la même manière au fil du temps et qui ne sont pas liées de la même manière à l'évolution de la mortalité. De multiples dimensions de la santé sont indiquées par les encadrés de la figure 4 décrivant ce que l'on appelle le processus de morbidité. Pour les populations, le changement de santé lié au vieillissement commence par la dérégulation physiologique indiquée par un certain nombre de facteurs de risque biologique qui est suivi par le diagnostic ultérieur de maladies, de perte de fonctionnement et d'invalidité, de fragilité et de décès. Ce processus est décrit avec une image heuristique et simplifiée pour une population, pas nécessairement pour n'importe quel individu. N'importe quel individu peut sauter une partie du processus, et une partie du processus peut être réversible et ou reproductible. Nous devons également reconnaître que le lien entre la santé et la mortalité n'est pas une correspondance univoque. De nombreuses maladies et affections qui entraînent une invalidité et une perte de fonctionnement ne sont pas des causes de décès très importantes. Les exemples incluent l'arthrite, l'ostéoporose et les problèmes affectifs et cognitifs. D'un autre côté, le cancer est une cause majeure de décès, mais pas de perte fonctionnelle ou d'invalidité. Nous pouvons examiner les tendances au fil du temps dans chaque dimension de la santé incluse dans le processus de morbidité.
Nous commençons par examiner les tendances en matière d'incapacité chez la population âgée, car la plupart des recherches sur les tendances en matière de santé chez les personnes âgées se sont concentrées sur les tendances en matière d'incapacité ou de fragilité grave, mesurées par la capacité à accomplir les activités de la vie quotidienne. La tendance aux États-Unis parmi les personnes âgées de 65 ans et plus en matière d'incapacité à accomplir les activités de la vie quotidienne a varié au fil du temps. Les années 1980 ont été une période de relative stabilité avec peu de changements systématiques dans la capacité à accomplir les activités de la vie quotidienne, suivi d'un déclin des difficultés signalées ou une amélioration du fonctionnement de 1% à 2,5% à partir du début ou du milieu des années 1990, puis de 2000 à 2008, une amélioration continue du fonctionnement uniquement pour les personnes très âgées 85 ans et puis une stabilité pour les plus jeunes 65 à 20 ans. 84 ans. Les cohortes plus jeunes, commençant généralement par les baby boomers, n'ont pas connu d'amélioration de leur fonctionnement au fil du temps, mais plutôt une certaine détérioration. Les tendances en matière d'incapacité, qui incluent des problèmes fonctionnels moins graves ainsi que des problèmes fonctionnels plus graves, ne sont pas les mêmes que les tendances limitées à un fonctionnement plus grave. La prévalence des incapacités moins graves a généralement diminué au fil du temps. C'est ce qu'indiquent les tendances au cours des 4 dernières décennies en matière de limitation de la capacité à exercer une activité normale figure 5. De tels changements positifs en matière d'invalidité ont généralement été attribués à l'amélioration de l'éducation et à la réduction des exigences physiques du travail, ainsi qu'à un développement physique amélioré au début de la vie, associé à une réduction des infections et à une meilleure nutrition. Les changements, au fil du temps, dans le fonctionnement cognitif ou la démence sont moins cohérents dans la littérature que ceux dans la fonction physique, bien que la prépondérance des recherches suggère une certaine réduction de la démence ou une amélioration du fonctionnement cognitif au cours des dernières années. Les proportions par âge de personnes atteintes de démence de 2000 à 2010 dans l'étude sur la santé et la retraite, estimée à l'aide d'une méthode d'attribution de démence décrite par Crimin, Kim, Langa et Hui 2011, montrent une diminution au fil du temps figure 6. Généralement, ces changements sont attribués aux mêmes raisons que l'amélioration du fonctionnement physique, l'augmentation du niveau d'éducation, ainsi que la nutrition et le développement des jeunes enfants. Passons aux tendances de la prévalence des maladies chez la population âgée. Certains ont refusé. Par exemple, moins de personnes souffrent de bronchite et d'emphysème, et l'abandon du tabac en est la cause. En revanche, les autodéclarations d'arthrite ont généralement augmenté. Le diabète semble également avoir augmenté depuis au moins les années 1950, avec une augmentation plus rapide après les années 1990 CDC 2013. Cette tendance reflète une amélioration de la survie chez les diabétiques ainsi qu'une incidence accrue due au nombre croissant de personnes en surpoids. La prévalence du cancer, des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux a également augmenté entre les années 1970 et les années 1990, ce qui peut refléter à la fois une survie accrue parmi ceux qui souffrent de ces maladies et un meilleur diagnostic. Plus récemment, le cancer a continué à augmenter, mais les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux pourraient commencer à diminuer. Cela a été rapporté dans des études récentes sur les hospitalisations pour infarctus aigu du myocarde, qui indiquent que la tendance à la hausse pourrait avoir pris fin vers 1990, suivie d'une période de stabilité jusqu'en 2000, après laquelle il y a eu des réductions marquées 20 à 40%. L'incidence des accidents vasculaires cérébraux, comme l'indiquent les hospitalisations, aurait atteint un sommet vers 1997 chez les personnes âgées de 65 ans et plus et aurait maintenant quelque peu diminué. Ainsi, après une longue période d'augmentation de la prévalence de nombreuses pathologies, il est possible que nous commencions à observer le début d'une réduction de la présence de maladies qui pourrait refléter une amélioration de la santé innée des personnes âgées. Que savons-nous de l'évolution de l'état physiologique au fil du temps? Encore une fois, il existe de nombreux indicateurs de dérégulation physiologique, et ils n'évoluent pas tous dans la même direction. Au cours des 50 dernières années, aux États-Unis, nous avons connu des baisses remarquables de la pression artérielle et du cholestérol mesuré figure 7. L'amélioration à long terme du cholestérol et de l'hypertension est probablement due à une combinaison d'une utilisation et d'une efficacité accrue des médicaments sur ordonnance et d'un changement de régime alimentaire, et éventuellement d'une réduction du tabagisme. Ces dernières années, la plupart de ces améliorations ont été attribuées à l'utilisation de médicaments, antihypertenseurs et statines. Par exemple, au cours de la dernière décennie, la proportion de personnes souffrant d'hypertension, c'est-à-dire celles qui ont mesuré leur hypertension ou qui prennent des médicaments, est restée assez constante,
tandis que l'utilisation de médicaments a nettement augmenté, ce qui a entraîné une réduction rapide de l'hypertension mesurée figure 8. La tendance en matière d'hypercholestérolémie est relativement similaire, même si le nombre de personnes ayant un taux de cholestérol élevé ou prenant des médicaments a en fait augmenté, le nombre de personnes ayant un taux de cholestérol élevé a diminué figure 8. D'un autre côté, l'obésité a augmenté avec le temps. Il existe également des preuves d'une augmentation des niveaux indésirables de biomarqueurs associés, tels que la glycémie, qui serait également liée à l'augmentation du diabète mentionné précédemment. Bien qu'il soit difficile de résumer succinctement tous les changements physiologiques, l'évolution temporelle d'un indicateur récapitulatif du nombre moyen de facteurs de risque cardiovasculaire à 3 dates s'étalant sur près de 20 ans montre que le nombre moyen de facteurs de risque mesurés à des niveaux de risque élevés cliniquement définis a été réduit à des niveaux inférieurs au-delà de 50 ans figure 9. D'autres chercheurs ont signalé de légères réductions de la prévalence du syndrome métabolique au cours de la dernière décennie. En résumé, les récentes tendances en matière de santé semblent prometteuses, avec une baisse récente de la prévalence de certaines maladies majeures telles que les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, une baisse continue des incapacités moins graves, une baisse de la prévalence des déficiences cognitives et un équilibre global de l'état physiologique qui peut commencer à s'améliorer. Cependant, d'autres maladies par exemple, le diabète semble continuer à augmenter et les tendances en matière d'incapacité physique grave n'indiquent pas une amélioration continue pour la plupart des groupes d'âge. Les perspectives d'évolution future en matière de santé sont donc mitigées. Il ne suffit pas d'examiner indépendamment chaque dimension de la morbidité pour clarifier les changements dans le processus d'évolution de la santé d'une population. Les liens entre les dimensions de la santé peuvent également changer, c'est-à-dire que la maladie peut être liée à une diminution du handicap et le changement physiologique à une diminution de la maladie. En fait, la probabilité de déclarer une maladie comportant des facteurs de risque semble avoir récemment diminué, la probabilité d'une invalidité due à une maladie semble réduite, et la probabilité de décès dû à la maladie ou à un handicap a été réduite. Ainsi, l'ensemble du processus de morbidité, ou le processus d'évolution de l'état de santé de la population peut être retardé ou allongé. C'est le type de changement qui entraînera une augmentation de la durée de vie. Tendance en matière d'espérance de vie ou de durée de vie en bonne santé. Jusqu'à présent, nous avons principalement discuté de la prévalence des problèmes de santé, mais ce n'est pas la même chose que le lifespan qui combine des informations sur la morbidité et la mortalité. L'accent mis sur la durée de vie en tant qu'indicateur supplémentaire de la santé de la population a commencé, il y a environ 30 ans, était le résultat direct de la difficulté d'interpréter les tendances de la santé de la population, lorsque l'augmentation de l'espérance de vie était due à une réduction de la mortalité, due aux maladies chroniques, aux âges plus avancés. Lorsque l'espérance de vie était courte, la mort était souvent le résultat d'une infection récente qui n'avait aucune conséquence visible à long terme sur la santé une fois survécue. Or, la mort est généralement le résultat de maladies chroniques qui se développent au cours d'une longue vie. Et la réduction des taux de mortalité chez les personnes atteintes de maladies chroniques ou de handicap signifie que davantage de personnes atteintes de maladies ou de handicap survivent. Il y avait initialement deux points de vue opposés sur ce qui arriverait à la santé de la population liée à l'espérance de vie en cas d'augmentation de l'espérance de vie à des âges plus avancés. L'un se concentrait sur l'échec du succès, notant que maintenir en vie des personnes en mauvaise santé pourrait entraîner une détérioration de la santé de la population. L'autre approche, plus optimiste, de James Free, 1980 a soulevé l'idée que les mêmes processus qui ont provoqué un allongement de l'espérance de vie pourraient entraîner une réduction de la morbidité ou un retard de l'invalidité jusqu'à juste avant le décès, raccourcissant ainsi la période de morbidité et entraînant dans une compression de la morbidité. Cette idée convaincante a donné naissance à une génération de recherches sur les tendances de la morbidité dans la population et de l'espérance de vie en bonne santé. En réponse à certains premiers résultats empiriques des années 1970 et 1980 indiquant un allongement de la vie mais une détérioration de la santé des populations, Crimin, Hayward et Seto 1994 ont effectué des simulations pour clarifier comment les changements potentiels dans la mortalité et la morbidité interagissent pour affecter la durée de vie en bonne santé et la santé des populations. Certaines de ces découvertes ne sont pas intuitives. À elle seule, la réduction de la mortalité sans modifier les taux d'apparition de la morbidité a conduit à une vie en mauvaise santé plus longue et à une moins bonne santé de la population, et ces effets sont plus prononcés si la baisse de la mortalité est concentrée parmi les malades. D'un autre côté, réduire l'incidence de la morbidité et améliorer les taux de guérison, sans réduire la mortalité, conduit à une durée de vie plus longue en bonne santé,
et à une amélioration de la santé de la population. Si la mortalité et la morbidité évoluent simultanément, la durée de vie en bonne santé et en mauvaise santé augmente, et la proportion de personnes en bonne santé reste constante, mais la proportion de la population en mauvaise santé peut diminuer. Quelles sont les données probantes sur la façon dont les changements observés en matière de mortalité et de morbidité ont affecté la durée de vie en bonne santé? Il semble que l'espérance de vie des personnes âgées ait augmenté grâce à la réduction de la mortalité chez les personnes âgées atteintes de maladies et de handicap aux États-Unis. Nous avons sauvé des personnes atteintes d'une maladie de la mort, un accomplissement qui leur permet de vivre plus d'années avec une maladie cardiaque, le diabète et le cancer. La question de savoir si l'augmentation de l'espérance de vie sans incapacité a suivi le rythme de l'augmentation de l'espérance de vie dépend de la définition de l'invalidité employée et de la période étudiée. En général, les améliorations en matière d'incapacité concernent des catégories comprenant des incapacités relativement légères. Chez les personnes âgées, une certaine réduction de la durée de vie avec une activité de dépendance de la vie quotidienne, et une certaine augmentation de l'activité de la vie quotidienne sans espérance de vie, ou une incapacité plus grave, ont été signalées pour les années 1990. Cependant, cette constatation peut être limitée aux hommes. Aux États-Unis, des études transversales répétées ont montré que l'espérance de vie en bonne santé ou sans incapacité n'a pas augmenté dans les années 1970, mais a semblé augmenter dans les années 1980. Ainsi, nous n'avons pas vraiment connu de compression de la morbidité jusqu'à présent, parce que nous avons réduit la mortalité plus que nous n'avons évité la morbidité. L'espérance de vie sera augmentée lorsque la morbidité diminuera, le plus efficacement possible en augmentant l'âge d'apparition. À venir, l'espérance de vie continuera d'augmenter grâce à des progrès constants dans la réduction de la mortalité due aux maladies chroniques, et cela devrait se poursuivre dans un avenir prévisible. Je crois que pour que l'espérance de vie augmente de manière à ce que la majorité des gens vivent au-delà de 95 ans, des interventions extrêmement drastiques seraient nécessaires à des âges plus jeunes, et pas seulement des interventions après l'âge adulte ou en fin de vie. Cela signifie que les interventions prendront des années avant d'être mises en œuvre. Il faudrait donc que des changements soient en cours dès maintenant pour que des changements rapides se produisent parmi ceux qui sont actuellement en vie. La manière dont nous réduirons la mortalité déterminera si nous vivons plus longtemps et en bonne santé. Nous sommes maintenant à un stade où nous pouvons nous concentrer sur le retardement de l'apparition et de la progression des maladies chroniques et des handicaps associés. Comme indiqué précédemment, certains signes indiquent que des changements positifs commencent à se produire, indiquant une réduction des facteurs de risque physiologiques et une réduction de l'apparition de certaines maladies et incapacités. Le vieillissement est ce qui déclenche le processus de morbidité. Pour améliorer une vie saine, nous devons mieux comprendre le début du processus et se concentrer sur le ralentissement et le retardement de ce processus. Nous devons nous concentrer sur le prolongement de la santé plutôt que sur la simple prévention de la mort. Pour retarder le processus, nous devons garder les gens en bonne santé et pas seulement traiter les personnes malades. Nous savons désormais qu'un certain nombre de problèmes de santé liés à l'âge, mortalité, maladie cardiaque, perte fonctionnelle, perte cognitive, comportent des facteurs de risque très similaires. Ils sont tous ancrés dans les changements physiologiques liés au vieillissement. Afin de surveiller la santé, nous devons définir plus précisément les marqueurs qui indiquent où nous nous trouvons sur la voie du vieillissement physiologique et essayer de retarder ce processus. Nous avons besoin d'essais cliniques dont le résultat souhaité est de retarder le vieillissement ou les changements physiologiques associés à l'âge. Ces essais devront commencer tôt dans la vie et se dérouler sur plusieurs décennies. Cela nécessite des changements majeurs dans la manière dont nous menons les essais cliniques auprès de personnes qui ne souffrent pas encore d'une maladie diagnosticable à l'exception du vieillissement. Nous devons également nous concentrer sur la prévention et le retardement du handicap autant que de la maladie afin d'améliorer la santé. Il existe un certain nombre de signes dans les données démographiques indiquant que nous pourrions être au début d'un siècle d'amélioration de la santé et pas seulement de la durée de vie. Il est temps que les progrès scientifiques commencent à suggérer des pistes pour améliorer la santé. Discussion. Avant de conclure que tous les signes indiquent une amélioration future, nous devons reconnaître qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer la durée de vie et l'espérance de vie aux États-Unis sans nécessité de découvertes scientifiques. La santé est déterminée par les conditions sociales ainsi que par les conditions physiques. Les comportements sanitaires à risque, le manque d'accès aux soins médicaux et les mauvaises conditions de vie peuvent expliquer jusqu'à la moitié de la mortalité et de la morbidité prématurée. Les changements de comportement, les changements dans la situation sociale et économique et les changements dans les politiques
peuvent entraîner une amélioration substantielle de la durée de vie en bonne santé aux États-Unis. Notre espérance de vie actuelle aux États-Unis est considérablement inférieure à son potentiel scientifique. Non seulement les États-Unis se classent très mal en termes d'espérance de vie parmi tous les pays ayant des revenus comme le nôtre, mais depuis 1950, notre rang diminue par rapport aux autres pays. Pour les femmes, nous avons connu des décennies de stagnation de l'espérance de vie, ce qui nous a laissé au bas du groupe des pays riches et à longue durée de vie. Ce n'est pas à cause de la mortalité chez les personnes âgées que nous sommes si mal classés. En fait, parmi les personnes âgées de plus de 70 ans, la mortalité aux États-Unis est relativement bonne. Survivre jusqu'à un âge avancé est un domaine dans lequel les États-Unis réussissent relativement mal. Parmi 17 pays de comparaison, la mortalité aux États-Unis se classe au premier rang, voire au deuxième rang en partant du bas, à tous les âges jusque dans les années 70. En plus d'avoir une mortalité élevée, les États-Unis ont une santé extrêmement mauvaise selon une grande variété d'indicateurs avant la vieillesse. Nous abordons les personnes âgées avec un risque beaucoup plus élevé de maladies liées à la vieillesse que nos pairs d'autres pays. En outre, au sein des sous-groupes de la population américaine, il existe de grandes différences et des tendances différentielles en termes d'espérance de vie et d'espérance de santé. L'espérance de vie des femmes a considérablement diminué dans de nombreuses régions du pays au cours des 30 dernières années. Cette réduction de l'espérance de vie des femmes s'est concentrée parmi celles qui ont un faible niveau d'éducation. Les récentes augmentations de l'espérance de vie en bonne santé montrent que celles-ci ont été limitées aux personnes ayant fait des études supérieures et aux hommes. Les causes des différences entre les États-Unis et d'autres pays, et entre les groupes socio-économiques aux États-Unis ne sont pas inconnues. Les racines se trouvent dans les comportements, les conditions sociales et les politiques. Les Américains se comportent relativement mal en termes de tabagisme, d'alimentation, d'exercice ou de mouvement, de consommation inappropriée de drogue et de violence. La santé relative des pauvres et des personnes sans instruction est pire que dans d'autres pays. Bon nombre de nos politiques de santé ne contribuent pas à développer un esprit et un corps sain chez les enfants qui seront âgés du futur. Un effort ciblé visant à améliorer la santé, à augmenter l'espérance de vie et à éliminer les différentiels sociaux, grâce à de meilleurs comportements et à des politiques sociales, entraînerait une augmentation de l'espérance de vie et de l'espérance de santé, et nous permettrait d'atteindre notre potentiel scientifique actuel, tout en utilisant la science pour l'améliorer. Potentiel. Financement. Les recherches rapportées dans cet article ont été financées par l'Institut national sur le vieillissement. Bonjour à tous. Totalité des sources, des références bibliographiques dans les fichiers PDF qui se trouvent dans la description sous la vidéo. Si vous cherchez mon adresse électronique, vous pouvez y accéder. Elle est dans la section à propos de la présente chaîne YouTube, mais uniquement accessible depuis un ordinateur, pas de smartphone. Si vous souhaitez encourager la diffusion de la connaissance avec un grand C, des connaissances qui peuvent sauver des vies accessoirement, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? C'est très important. Merci.